bienvenue à tout le monde pour cette soirée qui n'en est pas vraiment une, puisqu'il y a des décalages horaires et que on fait avec. Et on est toujours très content d'accueillir Françoise Pomaré pour nous parler du bout de temps. Et donc pour aujourd'hui, c'est donc au sujet des textiles du bout de temps, qui est quand même une technique particulièrement importante là-bas, et dont elle va tout nous dire. Oh non, mon cher, merci beaucoup. Mais bonsoir à tout le monde. Merci pour ceux qui sont au Canada de s'être levés si tôt. Euh, c'est une conférence en fait qui pourrait être à tiroir, car aujourd'hui je ne fais qu'effleurer une partie des textiles, euh, la diversité des textiles bhoutanais. Mais on pourrait faire une conférence également entièrement sur la mode, sur le protocole, etc. Car le textile au Bhoutan a une importance essentielle dans la société. Vous, ça va? Le textile au Bhoutan ont une importance exceptionnelle dans la société par rapport aux autres. Je parlerai simplement des sociétés himalayennes. Par rapport aux autres sociétés himalayennes, il n'y a pas de comparaison. Au Bhoutan, le textile est à la fois habillement, source d'identité, source de cadeaux, on va le voir, impôts, signe de richesse et signe de hiérarchie. Donc, on a un éventail de la fonction des textiles qui est extrêmement importante et qu'on vraiment, à mon avis, on ne retrouve pas ailleurs. Donc, ce soir, je vais vous parler un peu de la diversité de ces textiles. Et bien sûr, vous savez bien sûr que je ne suis pas technicienne du textile, mais ce qui m'intéresse vraiment dans le textile, c'est son aspect à la fois, bien sûr, artisanal et artistique, mais aussi le côté ethnographique du textile. Donc, je vais... Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça passe la photo là? Parce que ça passe, ça passe. Ça passe. Donc, ici, vous avez une peinture relativement moderne, qui a à peu près 20 ans, d'une cérémonie d'un général qui part à la guerre avec sa milice. Vous voyez les militaires derrière lui, et vous voyez toute la foule qui lui dit au revoir. Et ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est l'abondance de couleurs et les différences dans les textiles que vous pouvez déjà voir sur cette photo. Donc, c'est ce qui frappe d'abord quand on vient au Bhoutan, c'est l'incomparable diversité des textiles et bien sûr les couleurs qui sont vraiment extraordinaires. Un instant, je dois passer la prochaine photo, j'y arrive plus. Attendez, un instant. Voilà. Ici, vous avez également, mais beaucoup plus ancienne, c'est une peinture qui date des années 30, où vous avez une femme qui est importante dans cette société et qui reçoit un temple. C'est elle qui est la donatrice du temple et elle reçoit des cadeaux. D'abord, elle porte une robe extrêmement euh, chatoyante et en même temps, elle reçoit des cadeaux et vous voyez les tissus derrière elle. Si vous regardez la photo, derrière elle, à la gauche, quand on regarde la photo, vous voyez les ballots de tissu qu'on est en train de lui offrir. Et ça rentre vraiment dans un aspect important au Bhoutan, c'est le textile comme cadeau. Avant, avant la monétarisation de la société qui date seulement des années 60, le textile servait vraiment comme monnaie d'échange et cadeau et impôt. Mais on continue aujourd'hui toujours et je vais vous le montrer, à utiliser les textiles lors des cérémonies importantes. Ici aussi, donc vous avez des personnes qui viennent porter, vous avez des textiles sur l'épaule et des textiles dans les bras pour offrir à quelqu'un. Donc ça, c'est une
Hop, voilà. Et vous voyez également aujourd'hui, ici, sur cette photo, exactement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un homme qui porte une série de textiles sur son épaule et qui va les offrir. Et on offre les textiles en fonction de l'importance de la cérémonie et en fonction du rang de la personne. C'est-à-dire, si la personne est une personne du peuple, on va offrir 3. C'est toujours en nombre impair. Non, c'est en Zoom. Pardon? Vous pouvez continuer, Françoise. D'accord. Donc, si c'est une personne ordinaire, on va offrir 3 textiles différents. Si c'est une personne plus importante, 5, 7, et le maximum, c'est 9. Et ces textiles sont placés en ballots et on les apporte et on les offre. Également, ce qui frappe, à part la couleur, évidemment, c'est la diversité des textiles. Ici, vous voyez des jeunes filles en train de faire la queue pour une cérémonie et elles portent toutes des vêtements tissés différemment, qui ont tous des motifs différents. Et je dois dire qu'après toutes les années au Bhoutan, il est rare que je vois 2 textiles qui sont semblables dans les cérémonies. C'est très, très rare. Évidemment, le tissage est fait à la main et donc les tisserandes ont libre interprétation à l'intérieur d'une matrice, ont libre interprétation. Donc la couleur, tout de suite la couleur. Et on peut également voir, juste en regardant le type de vêtements qui est là, on peut savoir que ce sont des jeunes femmes, même si on ne voit pas leur tête. Car les femmes d'un certain âge ne vont plus porter de textiles aussi chatoyants. Et je vais revenir là-dessus, sur ce sujet, dans un instant. Voici donc les jeunes femmes qui sont en train de faire la queue. Attendez, il y a des échos là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde peut éteindre son micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà. C'est bon, Adrien a déconnecté. Merci beaucoup, Adrien, merci beaucoup. C'est un petit peu difficile de se concentrer. Donc, vous avez ici des jeunes femmes qui font la queue, elles aussi toutes avec des robes différentes. Et ce sont donc les robes bhoutanaises pour les femmes, c'est comme une pièce de drap de lit à une place que vous vous enroulez autour du corps et que vous portez avec des fibules et une ceinture. Ça, et par-dessus, vous portez une petite veste en brocart pour les cérémonies. Si ce n'est pas une cérémonie importante, on porte quelque chose de beaucoup plus simple ou en coton. Et voilà l'habit des hommes. Donc, les hommes, eux, portent une robe, un go, ce qu'on appelle un go, qui est beaucoup plus court, donc qui se remonte et qui est extrêmement difficile à mettre. Le go est un habit extrêmement difficile à mettre, et pour bien le mettre. Et la longueur, et là encore, on retourne plutôt au protocole, au cérémoniel, la longueur de la robe de l'homme, on va savoir son rang immédiatement. Donc, la plupart des gens qui viennent au Bhoutan pensent que tout le monde est habillé pareil. Oui, c'est vrai, tout le monde est habillé pareil. Mais en fait, en fonction de la longueur de la robe, du tissu, vous pouvez voir quel rang a la personne. Et également, l'écharpe blanche des hommes, selon la façon dont elle est pliée, vous pouvez également voir le rang de la personne. Donc, ce sont le textile et le costume sont des facteurs à la fois identitaires, mais aussi de rang, la place du rang. Ici, vous avez, donc ça, ce sont chez des amis, et vous avez
une personne très importante dans le gouvernement à l'époque qui est assise et on voit immédiatement qu'il est important à la qualité de son vêtement qui est en soie, pure soie, et également à ses bottes cérémonielles que vous voyez là, qui sont faites au bouton. Les bottes cérémonielles sont faites au bouton et en fonction du rang, les couleurs sont différentes. Donc là, on peut voir par exemple que la couleur orange sur la botte va immédiatement signifier que c'est un ministre. Voilà. Si vous êtes une personne ordinaire, votre botte aura une couleur bleue ou verte. Donc, vous voyez les détails qui font l'importance du textile. Alors, la plupart des textiles sont bien sûr tissés sur des métiers à la main, surtout par des femmes. Il commence à y avoir quelques hommes, mais c'est rare. Au bouton, le tissage est fait par les femmes et la broderie est faite par les hommes. Voilà. Là, c'est très, très différencié. C'est très genré, comme on dit. Et vous voyez ici une tisserande qui est en train de préparer la chaîne pour le métier. Et il faut être deux quand on prépare la chaîne. Donc, elle attrape les morceaux de laine ou de coton et elle les met pour la trame. Et ensuite, il faut tirer la trame et quelqu'un revient et rapporte la trame. Donc, il faut être absolument deux pour faire ce genre de travail. Et en général, c'est un homme qui assiste, mais l'homme traditionnellement ne tisse pas. Attendez. Oups. Voici une chaîne, une chaîne qui est en train d'être préparée. Et vous voyez, c'est quand même très long, car il faut que ça fasse la longueur de la robe. Donc, je vous rappelle, c'est un drap de lit à une place. Chaque région a un peu sa spécialité. Et ici, nous sommes dans la région centre, la région de Bumtang, qui est la plus haute, enfin, qui est assez haute, 3000 mètres. Et donc là, vous avez le tissage de laine. Et vous avez ces étoffes en laine qui sont montrées et pour être achetées, bien sûr, aussi bien par les gens qui passent que par les touristes, que par les locaux. Et ensuite, vous les coupez et vous en faites des vestes, des couvertures, des réchauffe-pieds, des tapis, etc. Et voici le type de tissu en laine qu'on a au bouton. Alors, surtout je ne sais pas si vous voyez, le deuxième à partir de la droite est un motif extrêmement courant qui est aussi fait maintenant à la machine à Kalimpong, à Darjeeling, et qu'on retrouve également au Népal. Voilà. Mais là, ceux-là sont faits à la main. Et les jeunes femmes commencent à tisser très jeunes, à l'adolescence, avec leur mère. Et les tissus en laine sont faits sur des métiers à pédales, qui sont probablement venus du Tibet au début du XXe siècle. Pardon. Voici un atelier avec des jeunes femmes qui sont en train donc de tisser ces tissus en laine. Voici un plus près. Donc, elles vont passer, c'est ce qu'on appelle ici la technique du twill anglais. C'est-à-dire, on passe les fils de trame assez simplement et on fait sur les fils de chaîne. Et voici ce que ça donne lorsque c'est terminé. Donc là, voilà un exemple.
Ici, un autre exemple. Et ensuite, vous les coupez et vous en faites des vêtements, des vestes ou des couvertures. Sur les métiers à pédales, se font également les robes en laine. Tout ce qui est en laine aujourd'hui se fait sur les métiers à pédales. Et vous avez ici également deux motifs tout à fait spécifiques de la région de Boomtang. Et ce sont ces motifs-là, alors là, je fais une digression, ce sont ces motifs-là qui sont portés par les femmes d'un certain âge et qui sont portés en toutes circonstances, c'est-à-dire que ce soit une fête ou tous les jours, à partir d'un certain âge, c'est normal de porter ce genre de tissu. Est-ce que vous voyez bien les diapos? Oui, très bien. C'est Ah, parfait. d'accord, parce que j'ai un peu peur, voilà, c'est tout. Alors ici, c'est une autre catégorie et c'est une autre catégorie de tissage. Ce sont des ceintures, les ceintures pour hommes et les ceintures pour femmes, et qui sont faites sur un métier traditionnellement, sur un métier très ancien dont le roi Gourand parlait et qui est le métier à cartes. Le métier à cartes. Vous avez ici une femme qui est en train de faire, même pas une ceinture, mais en fait comment ça s'appelle en français? Oh, Les rubans. oui, voilà, merci. Des rubans pour tenir les bottes. Les rubans qui tiennent les bottes. Donc, elle a un tout petit métier à cartes, et je vais vous montrer. Alors, le métier à cartes a disparu dans la plupart des régions, mais au bout de temps, il se continue. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, elle est en train de tisser ses rubans pour bottes. Et ici, c'est une autre femme qui tisse une ceinture. Et alors, les cartes, il y en a en général une quarantaine, sont faites en peau de porc, aujourd'hui avec des trous, 4 trous. Et vous tournez les cartes en fonction de ce que vous voulez faire. Et ça fait le tissage. Aujourd'hui, la plupart des femmes utilisent des cartes coupées dans les radiographies. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital faire des radios, on vous donne parce que c'est plus pratique que la peau de porc, c'est plus facile à bouger. Voilà. Donc là, c'est en effet des cartes faites à partir de radios. Et ce système-là est vraiment, même au bout de temps, commence à disparaître malheureusement, car c'est un des systèmes de tissage les plus anciens du monde. Nous passons dans la région de l'Est, où là, donc ça maintenant ça n'existe presque plus, mais c'était il y a une trentaine d'années, c'était les maisons traditionnelles de l'Est dans lesquelles on tissait. Donc la prédominance du bambou déjà dans l'Est, extrêmement important. Et vous voyez les métiers à tisser qui sont accrochés. On tisse. Il est rare qu'on tisse à l'intérieur, traditionnellement. On tisse à l'extérieur, sous auvent, pour une meilleure luminosité, bien sûr. Et là, vous avez également un autre auvent sur lequel les femmes tissent. Dans l'Est, on tisse essentiellement du coton. Essentiellement du coton, un peu de soie. Alors, je vais y revenir, la soie sauvage bhoutanaise, pas la soie chinoise ou indienne.
la soie sauvage bhoutanaise qui est obtenue à partir d'un certain d'un papillon, d'une chenille, et au lieu que ça, d'un ver, et au lieu que ce soit comme en Chine où l'on ébouillante les cocons pour avoir de la très belle soie, les Bhoutanais, pour des raisons religieuses, ne veulent pas faire ça. Donc, ils attendent que le papillon sorte du cocon et casse tous les fils. Donc, la soie bhoutanaise, la soie sauvage bhoutanaise, est très semblable à la soie de l'Assam, qu'on appelle Indi. Et Boura, en Dzongkha, ça veut dire le fil du verre. Et en Assam, on l'appelle Indi. Donc là, on a des techniques extrêmement similaires. Voici une robe en coton, très simple, l'un des tissus les plus simples et les plus traditionnels qui soient, on va porter tous les jours par tout le monde. C'est quelque chose de tout à fait... Un instant, s'il vous plaît. Ici aussi, c'est une robe très traditionnelle et là, qui est très proche, pour ceux qui connaissent le sikkim, très proche des tissus qu'on a également au sikkim, des tissus lepcha en particulier. Donc, il est probable qu'il y ait une interférence entre, puisque le sikkim et le Bhoutan ont énormément de points communs, et ce tissage qu'on retrouve également fait machine à Katmandou, ou au sikkim ou à Darjeeling, est un tissu tout à fait traditionnel, ainsi que celui-ci. Alors, une petite parenthèse, les rayures sont en général horizontales pour les femmes et verticales pour les hommes. Et souvent, le même tissu peut servir pour les deux. Mais selon la façon dont il est coupé, évidemment, pour les femmes, les raies seront horizontales et pour les hommes, elles seront verticales. Voici un autre tissu en coton. Alors, l'un des plus simples et l'un des plus appréciés, surtout en été, et on le fait en coton ou en soie sauvage. Et il est apprécié à la fois par les hommes et par les femmes. Et un autre tissu très apprécié également, très traditionnel, très simple comme tissage. Et là, je rentre dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ainsi. Au Bhoutan, chaque tissu, en fonction de son motif, de ses motifs et de ses couleurs, va avoir un nom particulier. Donc, quand vous commandez un tissu, on attend de vous que vous sachiez comment ça s'appelle et on vous le fera. C'est pas la peine de dire je veux un tissu à fond rouge avec des rayures jaunes, personne ne comprendra ce que ça veut dire. Mais si vous dites je veux un 7A, là tout le monde comprendra. Donc il faut donner le nom exact du tissu. Les plus beaux tissus, qui sont vraiment des œuvres d'art, sont faits sur des tissus, sur des métiers à sangle dorsale, comme ici, et je ne sais pas si vous voyez bien, sont en général faits en coton avec des motifs en soie ou entièrement en soie. Pour une robe, pour un homme ou pour une femme, pour un tissu entièrement en soie, il faut compter 1,5 kg de soie quand même. Et là, on utilise en général de la soie chinoise ou indienne ou un fond de soie bhoutanaise avec des motifs en soie chinoise ou indienne. Donc, c'est très... Et en fonction de tout ça, le prix
sera complètement différent. Donc, ces tissus extrêmement élaborés sont faits par des femmes, bien sûr, et les fils de... Alors, c'est une technique très particulière qu'on appelle le tissage du cœur et qui ressemble à de la broderie. Ce n'est pas de la broderie. Je vais vous montrer des exemples. Vous voyez la femme ici avec sa petite barrette en bambou. C'est une barrette en bambou. Elle soulève chaque fil de chaîne et elle va faire les dessins ou les motifs des fils avec les fils de trame en surajoutant. Elle va faire une espèce de brocart, si vous voulez, en ajoutant des fils aux fils de trame. Et ça, c'est une technique extraordinaire qui prend un temps fou, puisque la femme doit compter tout le temps, tous les fils qu'elle soulève. Et voici une idée des motifs qu'elles peuvent faire. Chaque motif a un nom. Vous avez donc sur la gauche juste le dessin tout simple du motif et sur la droite ce que ça donne une fois qu'il a été tissé. Je vais vous montrer d'autres. Ce sont toujours... un instant, s'il vous plaît, ma connexion est instable. Je vais essayer de fermer le maximum. Oui. Comme vous pouvez voir, chaque motif reprend en général soit un motif animalier, soit un motif religieux. Par exemple, ici, vous avez le nœud éternel. Ici, vous avez la svastika, qu'on appelle aussi parfois la montagne de Chine. Ici, vous avez l'arbre de vie. Et voici ce que ça donne. Je vais vous en montrer. Donc, chaque motif est apparenté est rapporté à un motif religieux. Et une robe, un tissu, qui aura par exemple celui le plus à droite, l'arbre de vie, sera un tissu qui peut valoir jusqu'à 1/3 de plus que les autres tissus. Car, comme vous voyez, c'est un motif asymétrique, extrêmement difficile à tisser. Et voici ici, alors, c'est un vêtement d'homme, ça pourrait être un vêtement de femme, entièrement en soie chinoise, avec des motifs qui sont à la fois des fils de chaîne et des fils de trame ajoutés. Et là, vous voyez très bien l'arbre de vie. Voici un autre extraordinaire tissu pour homme, pour un vêtement pour homme, évidemment un vêtement d'apparat. Et là, vous voyez la quantité de motifs en fil de trame, pardon, en fil de trame ajouté, avec l'arbre de vie ici. En plus, il est extrêmement complexe, celui-ci. Et en même temps, donc ce vêtement est pour quelqu'un de très important. Et en même temps, on peut savoir le rang de la personne à qui il est destiné par les colonnes intermédiaires, le nombre de... Alors là, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais ici, il y a des petits carrés, ici aussi, et en fonction du nombre de petits carrés, toujours impair, on peut savoir quel est le rang de la personne à qui ça s'adresse. Donc, vous voyez que le tissu
est aussi révélateur, donc, comme je vous le disais déjà, de la place du rang. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi une boumpa, c'est-à-dire une aiguière. Donc, d'ailleurs, celui-ci a gagné un prix. Je vais y revenir. Et voici un autre. Alors, ça, c'est une robe de femme. Et entièrement. Alors, celle-ci est à fond coton avec les motifs en soie chinoise. Elle a à peu près 40 ans, cette robe. Elle a 40 ans. Et vous voyez également ici l'arbre de vie. Donc, immédiatement, le tissu va coûter beaucoup plus cher que s'il n'y avait que des motifs géométriques purs. Et ce qui est très intéressant au bouton, c'est qu'on sait exactement combien va coûter quelque chose. Car les gens ont l'habitude et vous pouvez immédiatement donner le prix d'une robe rien qu'en regardant les motifs, si c'est de la soie ou du coton, bien sûr, mais les motifs. Et voici également là un détail. Alors, vous pouvez regarder la finesse de ce tissage, on dirait vraiment de la broderie, mais ce n'en est pas. Et vous voyez même que parfois la tisserande s'est amusée. Ici, elle a ajouté svastika dans un motif déjà très complexe. Alors, la grande époque du textile au Bhoutan, de ce textile d'apparat, est vraiment venue de la famille royale au début du XXe siècle. Et là, vous avez le premier roi du Bhoutan avec sa sœur et les tisserandes qui travaillaient au palais. Toutes les membres de la famille royale avaient des tisserandes et elles venaient du nord-est du Bhoutan et elles travaillaient pour pour faire des vêtements pour la famille royale. Et petit à petit, ça s'est démocratisé et ces vêtements, on les porte maintenant, alors qu'il y a un siècle, personne n'aurait pu ni d'abord acheter, ni même pouvoir se faire faire des tissus comme ça. C'était l'apanage de la famille royale. Et là, je vous montre une photo d'il y a 70 ans, du deuxième roi avec sa reine, la reine Senior Queen, qui porte, lui, alors vous voyez, son vêtement qui est bien sûr, c'est du noir et blanc, mais il est très semblable à ceux que je vous ai déjà montrés. Et elle porte une robe à fond blanc qu'on appelle Kishutara et qui est vraiment considérée comme la robe des robes, si vous voulez, traditionnellement. Bien sûr, à cette époque-là, on portait la robe beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. Le petit vêtement ici était beaucoup plus court, la ceinture était plus large, c'était un peu le vêtement était un peu différent. En revanche, chez les hommes, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et voici une de ces robes à l'ancienne, à fond blanc. Celle-ci est entièrement soie et soie. Soie et soie. Elle fait donc la taille d'un drap de lit et vous avez tous les motifs que je vous ai montrés tout à l'heure, rapidement. Vous les avez à nouveau ici. Et vous allez avoir un close-up, un détail. Voici le détail. Et vous remarquez, est-ce que vous pouvez voir le médaillon qui est au milieu et voir à l'intérieur de ce médaillon la finesse du tissage avec des doubles vajras. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est absolument extraordinaire. Ce sont des doubles vajras. Je ne sais pas comment faire Est-ce qu'on peut faire un gros plan? Je ne suis pas sûre de pouvoir savoir le faire. Ça doit bien. En dessous, vous avez une petite barre avec marqué 109%.
juste à côté. Peut-être que si vous appuyez sur plus. Voilà, Voilà. super, merci beaucoup. Voilà. Alors là, vous voyez très bien ici, dans le médaillon du milieu, le double Vajra. Et vous imaginez la minutie et le travail pour faire ce genre de tissage. Également, sur la gauche, vous avez un tissage qui ressemble étonnamment à du point de chaînette. Mais ce n'est pas du point de chaînette, c'est du tissage. Alors, les tisserandes qui font je vais parler d'elles dans une minute, les tisserandes qui font ce genre de tissage ne peuvent évidemment pas travailler plus de 4 à 5 heures par jour. Hein, et à partir d'un certain âge, il est clair qu'elles ne peuvent plus travailler, puisqu'il faut avoir vraiment des yeux extraordinaires. Donc, voilà. Et ici aussi, toujours sur cette même robe, ça c'est le pan du bas. Et vous avez donc les doubles Vajra, ici, la montagne de Chine ou le Yurung qui est fait comme en du point de chaînette, mais qui n'est pas du point de chaînette. Et alors, pour vous donner une idée, une robe comme ceci, de prix, hein, juste de prix, une robe comme ceci, donc la taille d'un drap de lit a une place, hein, 2 kilos de soie, 6 mois de travail. 6 mois de travail. Il faut compter au bouton, alors après, je ne sais pas ailleurs, mais au bouton, il faut compter entre 2 500 et 3 000 euros. Donc, c'est un investissement, et je vais vous parler de ça maintenant. C'est un investissement que les femmes font, soit si elles savent tisser, elles la préparent pour leur fille, soit s'ils ont de l'argent, ils l'achètent. Et ça se passe de mère en fille. C'est un héritage, c'est comme un trousseau. Et on se le passe de mère en fille. Il n'y a pas. Et quand si par exemple on n'en veut plus, pour une raison X, on peut revendre. On revend. Il y a un marché pour ça. Et de toute façon, ça ne prend que de la valeur. Donc, c'est un investissement très, très rentable, disons. Une robe comme ceci, il y a 40 ans, aurait coûté 1 000 euros, aujourd'hui en vaut 3 000. Donc, il y a la valeur de l'investissement, mais aussi la valeur de l'héritage. Alors, les plus belles de ces robes viennent de ces tissages, viennent de ce petit village. Petit village à 1800 mètres d'altitude, dans la vallée nord-est de Lunsi, au Courteux. Il y a 2 noms. Et vous voyez en bas le village traditionnel. Chaque maison a 2 ou 3 femmes qui tissent. Et pratiquement toutes les robes de cette qualité viennent à la fois de cette région, mais aussi en particulier de ce village. Donc, les femmes achètent les fils de soie. Elles achètent les fils de soie sur les marchés et ça vient de l'Inde en général ou de Chine, mais plutôt de l'Inde. Et elles tissent sous l'auvent. Et voici, alors maintenant que je sais, extraordinaire que je sais faire, je vais pouvoir, voilà. Donc, vous voyez ici la femme en train de soulever les fils de trame pour refaire un motif. Et il faut perpétuellement compter. Donc, elles sont entièrement concentrées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles ont aussi d'abord la fierté. Elles sont la fierté de la famille et elles ont conscience de leur travail. Elles sont fières de leur travail et elles sont conscientes qu'elles font quelque chose d'extraordinaire. Donc là, voyez les fils qui sortent
et elle va les réintégrer dans le tissu. Ici, c'est soie sur soie. Et voici une partie de la robe qu'elle a terminée. Donc, pour une robe de cette qualité, il faut vraiment compter 6 mois à raison de 4 heures par jour. La famille royale continue la tradition de patronner le tissage au bouton. Et ici, vous avez une série de robes magnifiques et une des reines est comment on dit en français, patron? Non, pas, oui, on dit patron en français. Patronage. Elle a sous son patronage le musée du textile, les galeries de textile, et elle encourage les femmes qui veulent à tisser. Donc, il y a toute une aide aussi. Excusez-moi. Il y a vraiment le textile au bouton est vu comme un trésor national. Si c'était au Japon, on dirait que c'est un trésor national. Et donc, la famille royale, en particulier cette reine, a pris sous son aile tout ce qui est tissage. Et là, vous voyez la reine également avec une robe extrêmement chatoyante, assez complexe, que, alors encore une fois, le protocole ou l'étiquette, il faut être soit très jeune, soit une reine pour pouvoir porter ces motifs. Quelqu'un d'ordinaire ne portera pas ceci. Ça serait vraiment vouloir paraître au-delà de son rang. Donc, on peut voir immédiatement que c'est une personne importante, ou alors une jeune fille, bien sûr. Donc, avant de savoir qui est qui, vous avez une série de paramètres à prendre en considération par rapport au textile. Et en fonction, vous pouvez savoir qui est la personne. Et tous les ans, il y a une grande compétition qui est organisée, qui est organisée par le musée du textile et la Textile Academy, où les meilleurs artisans, mais moi je dis que ce sont des artistes viennent présenter leurs œuvres, et les deux d'en haut, ici, Go et Kira, sont les textiles, à la fois dans la catégorie hommes et dans la catégorie femmes. Vêtements pour hommes, Go, vêtements pour femmes, Kira. Et en fonction, là c'est pour cette année, donc ça aura lieu le mois prochain. C'est toujours au mois de février. Et les vainqueurs sont fêtés comme des héros nationaux. Et voici une des Kira qui a gagné l'année dernière le premier prix. Il y a eu 2 premiers prix l'année dernière, et voici le travail. Donc, là aussi, étant donné la qualité du travail, peut-être 6 mois, 7 mois pour faire une robe. Et le deuxième prix était ceci, qui également, petit peu différent. Là, vous avez à la fois des fils de chaîne ajoutés et des fils de trame. Donc là aussi, c'est un très, très beau travail. Ça dépend pourquoi
comment vous voulez porter votre robe. Par exemple, une jeune fille va porter celle-ci, tandis qu'une femme plus âgée peut porter celle-ci. Je change complètement de région. Je vais dans l'extrême nord du Bhoutan, dans la région de Laya, qui est à la frontière. Donc, vous voyez, là, c'est la frontière avec le Tibet. Et les gens qui vivent à 4000 mètres font un tissage qui ressemble beaucoup au tissage qu'on appelle himalayen en général, qu'on retrouve au Ladakh, qu'on retrouve dans les régions de l'ouest du Népal, Mougou, l'ouest du Tibet. C'est le tissage en poil de yak, extrêmement simple. Et là, il se fait sur des métiers à sangle dorsale, mais horizontaux. Au lieu qu'ils soient verticaux, le métier est horizontal. Et là, on tisse donc le poil de yak. Et vous voyez qu'elle est en train de terminer de faire une couverture, mais qui peut être également une robe de la région de l'Aya. Leur costume est très différent. Et vous voyez le petit chapeau en bambou qu'elle porte sur le sommet de la tête et qui est vraiment le symbole de la région de l'Aya. Elle ne s'en sépare jamais. Et elle commence à le porter à l'école primaire. Voici le tissu terminé. Et là, tous les gens qui connaissent le monde tibétain reconnaîtront bien sûr à la fois le motif et les couleurs qu'on retrouve dans la plupart de l'Himalaya. Dolpo, Mustang, Mougou, etc., Spiti, ouest du Tibet. Donc ça, c'est un tissage complètement différent du tissage qu'on a dans ces vallées centrales. Mais comme tout le monde ne peut pas se permettre des robes incroyablement belles, et puis c'est pas très pratique pour porter pour tous les jours, donc là, vous avez des robes bhoutanaises tissées machine, faites en Inde et vendues, surtout dans le sud du Bhoutan, pour faire des uniformes ou des uniformes pour les collégiens, pour les enfants, ou pour porter pour tous les jours. Donc, vous voyez qu'ils sont vendus. Donc, ça, c'est très bon marché. Ça se lave très, très bien. C'est très facile à porter, très facile à laver. Mais ça n'empêche pas le beau textile de continuer à être porté. Et voici encore ici un magasin à la frontière avec l'Inde où il vend justement des vêtements d'hommes que vous voyez accrochés ici et tout fait. Donc, c'est tout fait. Alors, un vêtement d'homme tout fait, c'est très bien, c'est pratique, mais aucun Bhoutanais ne serait vu lors d'une occasion importante ou un peu, pas officielle, mais dans un temple ou des choses, avec ce genre de choses. C'est vraiment pour le travail de tous les jours ou pour aller à l'école. Mais on ne porte absolument pas, ça serait la honte de porter un tissu non tissé dans les cérémonies ou même pour aller au bureau. En revanche, voilà, les enfants à l'école doivent porter un uniforme. Chaque école a son uniforme. Et donc, ces uniformes sont faits à partir de tissus faits machine. Et les écoles les commandent. Et ensuite, ils les font pour les enfants. Également, voilà, ça, c'est des petites de classe toute primaire. Elles sont en première année de classe primaire et elles arrivent de l'école. C'est dans une région rurale. Et elles portent des vêtements qui sont faits machine. Le tissage est fait machine. Malgré tout, le tissage au Bhoutan, et étant donné que la plupart des gens
ont quand même un niveau de vie qui est correct. Le tissage continue et je dirais même qu'il a augmenté son poids dans la société et en particulier justement grâce au patronage royal. Et vous voyez ici encore la reine, là, bon là elle porte son masque évidemment, vous ne pouvez pas la reconnaître, mais elle est au milieu et elle est en train, c'était le mois dernier, elle était en train de promouvoir un tissage un peu différent, plus facile à peut-être à exporter, car ils sont en train de regarder pour l'exportation à l'étranger. Sur la gauche, vous avez le ministre de l'économie et exporter des tissus, des beaux tissus, mais peut-être beaucoup plus simples et beaucoup moins chers, bien sûr, qui seraient destinés à des marchés internationaux. Et en même temps, toujours la promotion du tissu traditionnel. Mais quand je dis traditionnel, c'est-à-dire tissé avec les techniques traditionnelles, mais où vous pouvez toujours inventer des nouveaux motifs. Et là, c'est la gagnante donc de l'année dernière, puisque cette année, ce n'est pas encore. Et vous pouvez voir donc son travail, je vous ai déjà montré, voilà, son travail qui est absolument incroyable. Si j'avais les moyens, je m'achèterais certainement cette robe. Donc, c'est soie sur soie. Et alors, vous allez me dire, une robe à 3 000 € ne trouve peut-être pas preneur comme ceci. Détrompez-vous. C'est encore une fois, c'est un investissement. Les femmes, d'ailleurs, ceux-ci sont en général déjà pris par les membres de la famille royale, mais si vous voulez également les acheter, celles-ci, en fait, vous pouvez les acheter après l'exposition et il y avait les prix et c'était vraiment des prix conséquents. Mais au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout avait été vendu. Donc, il y a l'amour du textile qui est très important. Le fait que ça soit évidemment un marqueur identitaire, un marqueur national et un marqueur identitaire, et que les femmes, ça donne aux femmes une place très importante dans la société et ça leur permet également d'avoir un revenu complètement indépendant de celui de leur partenaire. Et souvent, les femmes qui tissent gagnent beaucoup plus d'argent que leur partenaire qui peut travailler dans un bureau ou qui est fonctionnaire ou qui est prof. Et en plus, elles apportent comment dire, une fierté pour la famille, car tout le monde dit « Ah, dans cette maison, il y a une tisserande extraordinaire. Dans cette maison, il y a quelqu'un qui fait… » Et ça apporte un renommée et un prestige pour la famille qui est tout à fait exceptionnel. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Juste 1 heure, un peu en dessous d'1 heure. Voilà. Parfait. Je vous remercie. Merci Françoise, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si on peut consacrer quelques minutes à des questions que les gens pourraient vous poser. Mais oui, du moment que ça ne coupe pas, du moment que mon électricité tient le coup, c'est bon. Marie-Anne et Annie Heller ont demandé de prendre la parole. Vous pouvez désactiver activer votre micro, poser la question. Je vais garder quand même le PowerPoint au cas où quelqu'un me demande de revenir sur une photo. Vous avez pas la vidéo? Marie-Anne, vous avez une question? Oui, j'aimerais en savoir un peu plus sur les teintures. Ah, c'est Marielle. Oui, Marielle. Françoise.
Bonsoir Marielle. Alors, je ne sais pas si tu étais là au début. J'ai dit que je ne pouvais pas parler de tous les aspects du textile. C'est une conférence à rallonge, en fait. Je pourrais en faire plusieurs. Alors, sur les teintures. Les teintures, pour des robes telles que j'ai montrées, sont en général des teintures minérales ou végétales. Et Oui. les tisserandes font leur teinture elles-mêmes. C'est un processus secret. Il ne faut pas voir les tisserandes en train de faire leur teinture. Traditionnellement, elles faisaient ça caché, car ça pouvait apporter le mauvais œil. Donc, mais elles utilisent des végétaux. Alors, pour exemple, pour le jaune, tu as le Simplocos. Je ne connais pas les noms en français. Hein. Je connais que certains noms latins. Pour le rouge, tu as l'agarance. L'agarance et ce qu'on appelle le lacifère laca, qui est la substance rouge d'un insecte. Pour le noir, j'ai oublié. Mais si tu veux, elles teignent avec Et ensuite, il y a un mordant. Lorsqu'elles font la teinture, elles utilisent un mordant qui est aussi à base végétale. Et ensuite, elles accrochent les fils dehors. Alors là, on voit les fils, on voit les écheveaux qui sont teints. Mais le processus même est secret. Mhm. Alors, pour le bleu, bien sûr, en général, c'est l'indigo, puisqu'on a beaucoup d'indigo. C'est un pays béni pour les plantes, tu sais, ici. Donc, il y a de l'indigo. Mhm. Et je voulais savoir, l'achat des textiles, disons, d'apparat, n'importe qui, du moment qu'il en a les moyens, peut se procurer des tissus comme cela. Ah oui, absolument. D'accord. Il n'y a pas d'interdit, quoi. Absolument pas. N'importe qui peut se procurer un tissu. En général, soit les femmes du village de Koma viennent l'hiver à Thimphu pour vendre leurs tissus parce qu'elles préfèrent être en direct, évidemment, parce que sinon, si elles le mettent dans une boutique, il y a encore la commission, etc. Donc, elles préfèrent. Mais sinon, elles passent de maison en maison. Oui, tu peux acheter. Mhm. Et c'est très difficile de résister, je dois dire. Très difficile. Voilà. Mais en contrepartie, ce n'est pas portable par quelqu'un qui n'est pas de la caste, qui a le statut qui correspond au Attention. tissu. Ah. La coupé. On a une coupure, j'ai l'impression. Ah. Je vais essayer certainement de. On a perdu Françoise. Oui, un peu. Pardon. Ah, voilà. Voilà. On n'a pas entendu votre réponse, François, ça a coupé. Ah, ça a coupé. En fait, tout le monde peut porter ça. Je dis, il y a un siècle, c'était pas possible. D'abord, les gens n'auraient pas eu ni les moyens, ni n'auraient osé les porter. Maintenant, tout le monde porte ces tissus. Oui. Et simplement, il ne faut pas faire de faute de goût. C'est ça, De oui. faute de goût, attendez. Un instant. De faute de protocole. C'est-à-dire, attendez, par protocole, j'entends que n'importe qui peut porter ces costumes. Mais vous n'allez pas porter une robe comme ceci pour un déjeuner chez des amis. D'accord? Ça, c'est
la faute de goût maximum. Mhm. Ça ne se portera que lors de certaines cérémonies très importantes, d'apparat, etc. De la même façon, un tissu très simple, vous ne le porterez pas lors d'une cérémonie d'apparat Mhm. ou d'une cérémonie importante. C'est un peu comme en France, si vous voulez. Dans le temps, on ne portait pas telle robe à telle heure de la journée, mais on portait telle robe à telle heure de la journée. Donc, c'est ça la différence. Ce n'est pas une question de qui vous êtes, c'est une question d'heure et d'occasion. Chris vous pose la question, de quelle façon les tissus servaient à payer l'impôt? Oui, je croyais qu'il y avait une question d'Amy. Amy Heller, oui, Amy Heller aussi. Et JCB2 aussi qui veut prendre la parole. Oui, bien sûr. Amy, Voilà. J'applaudissais. Je ne posais pas de questions particulières. tu es gentille. Je n'ai pas vu, merci. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Non, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui est protocole. Mais là, il faut quand même présenter les tissus avant de pouvoir passer au protocole et à la façon dont on porte les tissus. Parce que les fautes de goût ou les fautes de protocole vont vous, comment on appelle ça en français, vont vous tuer dans la société. Si vous faites une faute de goût, vous êtes mort dans la société. C'est une société qui regarde le textile, la façon dont on le porte et qui le porte, vraiment avec grande attention. Donc maintenant, je vais venir il y a une question, oui, pour les impôts, les textiles. Oui. Alors, les textiles, à peu près, les textiles pour les impôts étaient faits dans les régions de tissage, bien sûr. Et alors, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas de cette qualité. Hein. Les tissus pour les impôts, c'est des tissus en coton faits à la va-vite, vraiment, parce que ce n'était pas la qualité qui comptait pour les impôts, mais combien vous en donniez. Par exemple, tel village ou telle famille devait en donner 10. Les impôts étaient, au bout de temps, dans le temps, étaient en fonction des ressources du district. Donc, les districts où il y avait des tisserandes payaient leurs impôts en tissage. Donc, ils payaient leurs impôts avec des tissages extrêmement simples ou vraiment avec peut-être une petite croix comme ça, comme petit motif, juste pour dire il y a un motif sur mon tissage. Et ils donnaient ça au dzong, à la forteresse, au chef de district, qui ensuite les envoyait, en gardait une partie au dzong et les envoyait au chef, enfin à l'autorité principale. Et ces tissus étaient ensuite utilisés comme cadeaux pour les étrangers qui passaient ou même pour donner des cadeaux aux personnes qui travaillaient. Donc, c'était un impôt. Voilà. Est-ce que j'ai expliqué à peu près ou si vous voulez d'autres précisions, dites-moi. Ça paraissait très clair. Bon, alors, il y a JCB2 qui voulait vous poser une question, je crois. Oui, après j'éclaire Gilou, je vois. Oui, moi, deux petites choses. J'aime lors du voyage que j'avais fait là au Bhoutan, nous a fait visiter le musée du tissu, mais je n'avais pas pris l'importance du tissu au Bhoutan. Une question par rapport au tissu machine dont vous parlez en Inde. Alors, c'est du tissu qui est imprimé après, alors il n'est pas tissé avec les dessins. Si, non. Vous n'avez pas des tissages très élaborés. Non, bien sûr. Non, c'est tissé avec un fil de chaîne, un fil de trame. Oui. C'est tissé en Inde. C'est pas imprimé. Non, c'est pas imprimé. C'est pas imprimé, c'est quand même tissé avec les dessins plus simples, bien sûr, oui. Ah oui, juste des carreaux ou des ligues, c'est tout. Oh, voilà. Merci. Je vous en prie. Le tissage, si je peux me permettre encore,
Le tissage est un des aspects les plus importants de la société bhoutanaise. Et il faut vraiment, si on passe à côté, il y a un pan entier de la société qu'on comprend pas. Parce que quand vous voyez les gens dans la rue, vous allez dire, oh, ils portent tous la même chose. Mais non, non. Vous en parlez aussi. Comment? Il y a Madame Hockingpack qui a l'air de vouloir parler également, vous poser une question. Alors, attendez, j'ai Madame Ginou qui a levé la main, ensuite Laurence, et ensuite Madame Pack qui n'a pas levé la main. Alors, on attaque Madame Ginou, alors. Voilà. Bon. Madame Ginou? Oui. Vous nous entendez? Oui, absolument. Ah, d'accord. C'était à propos du manteau d'homme, le go, là. Vous avez indiqué au début de votre intervention que la longueur du manteau était signifiante, qu'elle témoignait de l'importance sociale du porteur. Alors moi, je croyais assez simplement que plus le manteau était long, plus la personne était importante. Or, ensuite, on a vu sur une banquette le ministre qui portait un manteau qui, enfin, alors certes, il était assis, mais ça lui remontait au-dessus du genou. Donc, on peut supposer un manteau assez court. Alors, quelle est l'importance de cette longueur? Et puis, je suis surpris par le fait que, donc, ce ministre, sous ce manteau, on ne porte pas de pantalon. Comment ça se passe? Oh, mais vous posez des questions très indiscrètes. Désolé. Est-ce que je peux savoir qui parlait? Parce que je pensais que c'était Madame Gignoux. C'est son mari, c'est son mari. C'est Pierre. C'est son mari. C'est un duo. C'est Monsieur Gignoux. D'accord. Alors, je vais vous répondre. La longueur du go, la longueur du tissu, du vêtement d'homme est ajustée. Parce que quand il est défait, il va jusqu'au pied. Et ensuite, vous le remontez, vous le pliez. Ça, c'est la partie la plus horrible, la plus difficile, en fonction de votre rang. Mais, bien sûr, alors, plus on est élevé dans la société, plus on peut porter le go long. C'est-à-dire, pour un laïc, maximum, c'est sous le genou. Sous le genou. Le roi le porte juste sous le genou. Donc, en général, on porte au genou. Pour les moines, mais pour les gomchen, qui sont les religieux, comment on appelle ça en français? Religious practitioners, les pratiquants religieux laïcs, eux, ils le portent beaucoup plus long. Mais ça, on voit tout de suite que ce sont des religieux laïcs. Donc ça, c'est autre chose. Pour les laïcs, vous le portez maximum juste en dessous du genou. Et encore, il faut pas le porter plus long que le roi, évidemment. Bon. Les personnes que vous avez vues assises, quand vous vous asseyez, le go remonte. Le go remonte automatiquement, pratiquement. Donc, c'est vrai que là, il est un petit peu au-dessus du genou, mais quand il va se lever, ça va être au genou. D'autre part, certaines personnes, parce que ça aussi, c'est par humilité, même si elles ont un rang élevé, vont porter leurs vêtements de façon plus humble, de ce qu'on appelle plus humble. Voilà. Là aussi, ça joue. Par exemple, la jeune fille, sur la dernière photo, là, la jeune femme, elle porte sa petite blouse. Il y a très peu de tissu qui sort. Ça, c'est par humilité. D'accord? Elle n'est pas obligée de le porter comme ça, mais c'est par humilité. Donc, vous pouvez voir immédiatement la longueur des manches également. Vous pouvez voir quel est le statut de la personne. L'été, c'est-à-dire du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, on ne porte sous le gauche, sous le vêtement des hommes, on ne porte pas de pantalon. On ne porte pas de pantalon.
on porte des sous-vêtements. Et encore, ça dépend. Traditionnellement, on n'en portait pas. Mais maintenant, on en porte. Donc, vous portez un slip. Les slips, je vous signale que les shorts de football, tout ça, très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. En hiver, vous portez ce qu'on appelle des sous-vêtements longs, c'est-à-dire pour vous tenir chaud. Et ça, c'est seulement à partir du mois de novembre. C'est régulier par le protocole. Donc, à partir du mois de novembre, vous pouvez porter des vêtements longs, des sous-vêtements longs. Mais porter un pantalon, non, ça ne se fait pas. D'accord. D'accord. Mais merci beaucoup. Merci Pierre, merci Claire pour votre question. On passe la parole à Laurence, alors maintenant. Oui, puis après, Madame Pack. Voilà. Merci Françoise. Très intéressant. Et alors, je me demandais si la transmission se faisait toujours entre les tisserandes, donc les mères et leurs petites filles. Absolument. Oui. Absolument. Elle se fait toujours car beaucoup de jeunes femmes ont réalisé que les études ne menaient pas à grand-chose maintenant, qu'on avait des problèmes de chômage. En revanche, le tissage, c'était un métier qui n'avait pas de… Donc souvent, les filles font leurs études et en même temps apprennent auprès de leur mère. Et le musée du textile, toutes les vacances, les grandes vacances, les vacances scolaires, fait maintenant des stages pour les petites filles, celles qui n'ont pas de tisserande dans leur famille, mais qui veulent apprendre quand même le tissage, fait des stages pour elles. Ah, c'est bien. Donc c'est très bien. Donc ça, il n'y a pas de… Je crois qu'on n'a pas une pénurie de tisserandes. Non. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est un vrai problème, justement. La transmission des techniques, des savoir-faire a du mal à se faire dans les nouvelles générations. Donc, c'est vraiment très, très bien, ça. Oui, oui. Mais c'est aussi encouragé par le fait qu'on porte le vêtement tout le temps. Bien enfin, sûr. pas quand tu vas faire du sport, pas quand tu vas peut-être pas au marché, mais dans tous les jours pour aller au bureau, pour aller partout, tu portes le vêtement. Et c'est un point aujourd'hui que même les étrangers qui viennent au Bhoutan pour travailler, les Bhoutanais s'attendent à ce qu'ils portent le costume traditionnel. Alors, je sais qu'il y a toute cette question en anthropologie au sujet de l'appropriation culturelle, et c'est un problème que certains étrangers ici se sont posés, mais les Bhoutanais insistent, s'ils travaillent au Bhoutan, s'ils vivent au Bhoutan, qu'ils portent le costume. Et ce n'est pas vu par eux comme une appropriation culturelle. Donc, tu as une garde-robe remplie de kira. Ah, moi oh, bah, c'est normal, depuis le temps. Oui, je dois en avoir. L'autre jour, j'ouvrais ma garde-robe et je me disais, je n'ai rien à me mettre. Et pof, il y a quelqu'un qui m'offre une kira. J'étais ravie, évidemment. Non, je dois en avoir 40, 50, 60 peut-être. Ouais. Oh, bah, on ne va pas mettre la même robe tout le temps. Attendez. Voilà. Merci, Françoise. Okay. Merci, Laurence. Madame Pack. Oui. Votre exposé est fascinant et très, très beau textile. Mais j'ai une question. Vous avez parlé que n'importe qui peut acheter ces textiles. Oui. Mais il ne faut pas transgresser le protocole. Mais vous avez parlé tout à l'heure, ces textiles représentent des rangs sociaux. Et moi, j'ai travaillé il y a longtemps à Sumatra occidental. Et dans certaines régions, il y a des textiles. Et dans cette société, les rangs sociaux sont très importants. Et c'est marqué par textiles et bijoux et toute autre chose. Et
on peut acheter certains textiles, mais ces textiles sont utilisés seulement, portés seulement durant les cérémonies. Et dans ces cérémonies, ces textiles représentent le rang social de la personne. Donc, ce ne sera pas possible d'acheter et il n'y aura pas occasion de porter ce textile parce que cette personne n'a pas le rang qui est représenté par ce textile. Donc, je vois c'est une différence, mais quand vous avez parlé n'importe qui peut porter, oui. Le rang social ne compte pas dans... Alors, oui, je vous remercie. Je pense que je me suis mal exprimée. Tout le monde peut acheter ces textiles. Ah. Il n'y a pas d'interdiction. Mais tout le monde ne veut pas ou ne veut pas porter ces textiles. Car en fonction de son rang dans la société, si on porte ce textile, par exemple très élaboré, bon, vous pouvez le porter, mais les gens penseront que vous voulez paraître, que vous voulez vous montrer trop importante. Il n'y a pas d'interdiction absolue. C'est la société, c'est le poids de la société, simplement, qui fait que la personne ne va pas oser le porter. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui. Tout le monde peut acheter, n'importe qui, il n'y a pas d'interdiction. Mais une grande partie des gens ne vont pas acheter ces textiles parce qu'ils ne vont pas oser les porter. Oser les porter. En revanche, si quelqu'un, par exemple, je me souviens, lors des premières élections, les démocratiques, les députés qui venaient de l'Est se sont tous fait faire des vêtements d'hommes absolument incroyables, magnifiques, magnifiques. Et tout le monde s'est un peu moqué d'eux en disant « Mais vous pensez que vous êtes tellement important que vous vous êtes fait faire des vêtements aussi beaux? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous êtes devenus les rois ou quoi ?» Donc, tout le monde s'est moqué d'eux parce qu'ils portaient des vêtements qui semblaient être trop beaux pour leur rang. Oui, ça fait plus de sens de ce que j'ai vu. Donc, ce textile, c'est vraiment important pour signaler, représenter les rangs sociaux. Donc, oui. C'est ça. Mais il n'y a pas d'interdiction d'acheter. Tout le monde peut acheter à partir du moment où vous avez les moyens. Et quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent, qui a gagné de l'argent, la première chose que les femmes vont faire, c'est s'acheter des textiles comme ça. Ça, c'est clair. Et elles vont les acheter, elles vont les porter, et en fonction de leur rang, les gens diront « Oh, c'est bien, elle a de belles robes, c'est bien ». Ou alors ils diront « Oh non, elle exagère quand même, c'est trop ». Et par exemple, puisque le rang vous intéresse, si vous allez à une cérémonie très importante où il y a quelqu'un de la famille royale qui vient, une des reines par exemple, il ne faut pas porter, c'est écrit nulle part, mais tout le monde le sait, il ne faut pas porter une robe trop belle. Il faut porter quelque chose d'un peu plus simple. Donc, en fonction de l'occasion, de qui vient, vous vous habillez différemment. Merci. Ça, c'est clair. Je vous en prie.
C'est clair? Bon, tant mieux. Excusez-moi, mais c'est tellement compliqué. C'est une société compliquée. Oui, quelque part, je suppose. JCB2 voulait reposer une question ou Oui, bah simplement, on a visité aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, le centre d'enseignement des métiers d'art. On n'enseigne Oui. pas le tissage. Alors, ça n'est transmis que de mère en fille ou de mère en petite fille. Non, on a maintenant, alors je ne sais pas quand est-ce que vous avez, si, ça fait partie des 13 arts. Vous avez un atelier de tissage, mais il n'est pas, dans ce que vous avez visité, il y a un atelier de tissage, mais il n'est pas extraordinaire. Donc, on préfère vous emmener dans un endroit où il y a de très beaux tissages. Voilà. Et on préfère, en général, se concentrer dans l'école d'art sur comme la sculpture, la peinture, ces formes d'art différentes. Parce que le tissage, on en voit partout. Donc, ce n'est pas spécifique à cette école d'art. D'accord. Mais non, nous, on a fait Timpu, Punaka, et on n'est pas allé dans l'Est du tout. Hein. Donc, on a loupé sans doute. Enfin, le circuit était comme ça, c'est tout. On ne peut pas tout voir non plus en 15 jours. Non plus. Ben, c'est comme faire une conférence sur les textiles. Je ne peux pas tout vous expliquer. Très intéressant, merci. Merci d'être là. Monsieur Panier, il nous reste à vous remercier pour cette très intéressante conférence. Et puis, attendez, il y a quelqu'un qui parle, non? Oui. Est-ce que je peux poser une dernière question? Oui, allez-y. Oui, bonjour François, c'est Jean Moulin à l'appareil. Ah, bonsoir Jean, ça va? Ça va très bien. Vous avez l'air, vous, en santé médiocre, mais j'espère que ça ira beaucoup mieux. Je me relève d'une grippe la semaine dernière. J'étais couchée avec la fièvre et tout, donc j'aurais pas pu faire la conférence la semaine dernière. Bon. Comment j'ai rapporté du Bhoutan que vous nous aviez fait découvrir. Donc vous avez une question? Oui, j'ai une question, Françoise. Vous m'entendez là? Allez. Oui, vous m'entendez ou non? Vous entendez? Moi, je vous entends pas. Ah. Alors, parce que nous, on entend dans le circuit, en tout cas. Alors, je vais poser la question et elle sera peut-être relayée par Monsieur François Panier. J'ai rapporté un vêtement d'homme, un go. Comment, soi sur soi, comment cela se nettoie-t-il? Ah, voilà une bonne question. Je dis que le pressing a refusé. Quand je l'ai porté au pressing, ils m'ont dit, oh là là, c'est beaucoup trop délicat, on ne prend pas ça. Oui, alors vous me le rapportez au Bhoutan. Je crois qu'il n'y a que ça. Mais traditionnellement, pour ce genre de tissu, oui, je me souviens de votre beau qui est très beau, les Bhoutanais font cuire du riz. D'accord? Vous faites cuire du riz. Vous le faites un peu gluant. Vous prenez du riz gluant. Vous le faites bien cuire. Une fois qu'il est refroidi, vous faites des boulettes, des grosses boulettes dans votre main de riz, comme ça, bien gluantes, et vous passez ça sur votre go. Et vous allez voir, la poussière et la saleté vont s'en aller. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Bon. Très bien. Parfait. Merci. Je vous en prie. C'était gratuit. Conseil gratuit. Et on peut faire du riz au lait avec le restant. Bon. Absolument. Merci François pour votre intervention. C'était vraiment passionnant et on vous remercie beaucoup. Et on va donc mettre l'enregistrement sur notre site. Je ne vous entends plus, mais je dis bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été patient et d'avoir écouté. Et on espère, Françoise, vous retrouver prochainement pour le chamanisme au Bhoutan, sur une nouvelle conférence. Ah ben ça sera pour le livre. Oui. Avec plaisir. Mais le livre n'est pas en français, François. Vous nous le commentez en français, on n'a pas besoin de tout lire. Vous nous situez le contexte, c'est tout. D'accord, très bien. Merci.
Merci. Je remercie nos amis canadiens qui se sont levés très tôt, les amis suisses, les amis français. Merci à tous et bonne soirée. Je crois que je vais aller… Et une Suisse en Espagne. Ah oui, mais moi, parce que je n'ai pas encore réussi à rentrer en Inde. Mais… OK. Non, mais merci à tous. C'était super. Merci. Bonsoir. Bonsoir.